Ce marché de la mobilité, c'est un marché complexe. C'est un marché qui tourne vers les services, qui tourne vers, donc on a entendu plusieurs fois le mot d'assemblage de services, le mot d'intégration de services. Et je dirais c'est une grosse partie ce que je peux appeler le fonds de commerce d'IBM aujourd'hui, d'être dans d'autres secteurs le prestataire d'intégration de données, de systèmes d'information, de mise en œuvre de processus de plus en plus compliqués. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui pour nos clients. Donc c'est un marché nouveau pour nous, et c'est un marché que l'on explore depuis quelques années et qui, on va parler un peu des études qu'on a pu mener et des choses concrètes aujourd'hui qu'on met en œuvre, qui s'avèrent très très prometteurs pour une société comme IBM. Alors on va revenir par la suite sur ces fameuses études. Servan, vous voulez compléter? Alors moi je compléterai la réponse en disant qu'effectivement IBM, d'abord, énormément de gens pensent que IBM c'est une société qui fabrique des ordinateurs, et ce fut le cas en effet, mais IBM ne fabrique plus d'ordinateurs. Par contre, effectivement, on est présent à plus de 50% sur une partie de services. Et IBM a mené une transformation. IBM, à l'origine, c'est une société industrielle et qui a mené une transformation qui s'est tournée, qui s'est orientée vers le service complètement. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le domaine de l'industrie, il n'y a pas que l'automobile, on regarde aujourd'hui l'automobile plus spécifiquement, mais c'est que toutes ces industries vont passer d'industries de produits purs vers des industries de produits et services. Alors bien sûr, dans l'industrie de l'automobile, le produit va continuer à être important, et on en a suffisamment parlé ce matin pour dire qu'effectivement, l'automobile a encore toute sa place demain. Par contre, c'est la façon dont elle va être utilisée qui va être différente, et on s'oriente beaucoup plus vers un monde de services associés aux mêmes produits. Alors IBM, on le disait tout à l'heure, réalise souvent des études sur de multiples sujets. Vous avez réalisé des études dans le domaine automobile plus particulièrement, dont une très récemment qui s'appelle « En route vers une mobilité plus intelligente, horizon 2020 ». Vous pouvez nous en parler? Elle portait sur quoi cette étude? Alors c'est une étude qui est sortie au mois de novembre, qu'on a réalisée courant 2010. On a commencé, en fait IBM fait souvent des études de ce type. Soit ce sont des études sectorielles, soit ce sont des études fonctionnelles. Par exemple, on fait des études auprès des dirigeants d'entreprise, auprès des DRH, auprès des directeurs financiers. Et en l'occurrence, celle-ci, c'était une étude donc sectorielle sur l'automobile et qui faisait suite à une étude qu'on avait faite 2 ans auparavant. Il y a 2 ans, on avait fait une étude auprès des, on va dire, industriels de l'automobile pour leur demander la façon dont ils voyaient l'évolution de l'industrie automobile d'ici à 2020. Donc on était en 2007 lorsqu'on avait posé les questions et on leur disait à votre avis d'ici 2020 vers quoi le monde de l'automobile s'oriente-t-il? Et tous les gens nous avaient répondu des choses tout à fait intéressantes, diverses et variées. Ce sont des études qui sont faites au niveau mondial, donc on ne s'adresse pas qu'à la France ou à l'Europe ou aux États-Unis, on s'adresse à tous les continents. Et les conclusions de cette étude en 2008 avaient été, oui effectivement, la mobilité où l'évolution de ce que recouvre la mobilité va être un facteur de changement considérable. Et sur la base de ce que les gens nous avaient répondu, on s'est dit il va falloir qu'on creuse. Et on a fait cette enquête en 2010 autour de la mobilité. Et pour faire cette enquête, on a interviewé des dirigeants dans le monde entier. Donc on a fait cette enquête auprès de 123 dirigeants d'entreprise. Ça a été une enquête beaucoup plus élargie que, j'allais dire, la base automobile pure. Là, on s'est dit, on est en train de parler d'une évolution de l'industrie automobile, donc on ne peut pas poser la question qu'à l'industrie automobile traditionnelle. Donc en fait, lorsqu'on regarde notre enquête, la moitié des interviews qu'on a menées ont été faites auprès de l'industrie automobile traditionnelle, donc j'allais dire les constructeurs, les équipementiers, etc. Par contre, l'autre moitié a été faite auprès d'acteurs qu'on a appelés acteurs de la nouvelle mobilité, ou nouveaux acteurs de la mobilité, comme on veut. Et ces acteurs, ce sont effectivement des loueurs, ce sont effectivement des entreprises de l'énergie, ce sont effectivement des consultants en mobilité, ce sont des agences gouvernementales. Et tous ces gens-là nous ont apporté un éclairage tout à fait nouveau sur ce qu'était la mobilité. Et on en arrive effectivement à des choses dont on parle depuis ce matin, qui sont l'évolution complète de ce concept de mobilité qui est effectivement l'automobile garde sa place, mais il n'empêche qu'il va falloir composer avec de multiples moyens de mobilité. Pierre-Alain, donc qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous dégagez de tout ça? Alors, ce qui ressort, déjà, c'est comme j'ai évoqué, c'est le fait qu'on va arriver sur des montages de plus en plus complexes au service d'un besoin de l'utilisateur final
qui est un besoin d'utilisation, qui est un besoin de confort, d'intégration dans un environnement qui est soit d'un point de vue réglementaire pénalisant, on peut parler des problématiques sur les émissions ou ces choses-là, soit d'un point de vue d'utilisation aussi, la congestion des villes, et ainsi de suite, et le fait que les villes grossissent dans tous les pays du monde, qui est une tendance absolue, les grandes métropoles sont en croissance partout, donc c'est une vraie problématique. Ce qui en ressort aujourd'hui très clairement, c'est déjà une première chose qui nous a, on va dire, surpris. C'est qu'il y a une hétérogénéité très forte dans les réactions, par exemple, des constructeurs automobiles par rapport à cette tendance qu'ils acceptent tous, mais qu'ils subissent plus ou moins. Déjà, c'est une première chose qui est sortie. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que certains constructeurs revendiquaient très proactivement énormément d'opérations de lancement de services à tendance mobilité. Et là où un gros tiers n'avait vraisemblablement aucun dans les cartons. C'est-à-dire qu'ils attendaient de voir. Ce qui est particulier, il n'y a pas une typologie de région sur ces réponses, c'est vraiment des questions de culture de ces différents constructeurs. Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point qui ressort très largement, c'est le fait que cette réalité change la donne dans le milieu, on va dire, de la distribution automobile, enfin du constructeur jusqu'à l'utilisateur, où finalement, où l'on pouvait envisager que c'était un peu un terrain de conflit entre le constructeur et ses réseaux de distribution, notamment sur beaucoup de sujets. De plus en plus, on voit des initiatives où ils se rendent compte que finalement, ils sont réellement partenaires pour pouvoir délivrer ces services, parce que s'ils ne le font pas, il y a des acteurs qui sont beaucoup mieux placés qu'eux. On a parlé des sociétés de location ce matin. Ces sociétés-là sont beaucoup mieux aujourd'hui placées parce que leur métier, c'est déjà de délivrer des services, là où les constructeurs et concessionnaires avaient plutôt une culture très fortement produit. Pour revenir sur ce que disait Servan par rapport à l'expérience IBM, où nous aussi on est passé du produit au service, c'est ce chemin-là que les acteurs, on va dire, historiques de l'automobile doivent parcourir aujourd'hui. Servan, on sent donc une réelle évolution depuis plusieurs années maintenant. C'est une évolution qu'on sent. Alors comme disait Pierre-Alain, les résultats de notre enquête, ça a été intéressant parce qu'effectivement, il y a des cultures d'entreprise très différentes. Il y a des entreprises qui nous ont répondu, bien sûr, on a des choses dans les cartons et puis de toute façon, on a déjà des projets, des premiers projets qui sont lancés et on teste des nouvelles choses sur le marché. Par contre, en effet, il y a 30% des constructeurs automobiles, donc je dis 30% des constructeurs automobiles, donc les gens qu'on a interrogés, mais partout dans le monde, qui nous disaient, oui, nous... on a des projets, mais d'ici 3 à 5 ans. Et en fait, ces gens qui nous ont répondu, on a des projets d'ici 3 à 5 ans, il y en a beaucoup qui nous ont répondu ça parce qu'en fait, on ne leur proposait pas l'option dans notre questionnaire, puisqu'on avait un questionnaire très ciblé pour qu'on puisse comparer les réponses entre les différents interviewés et les différentes régions. On ne leur proposait pas l'option « je n'ai rien prévu ». Et donc, il y en a beaucoup qui ont dit « moi, ce sera d'ici 3 à 5 ans ». Donc, grosso modo, pour l'instant, ils attendaient de voir. Alors, effectivement, ils peuvent attendre de voir, sauf que ce qu'on voit, c'est que l'écosystème de la mobilité bouge. On ne parle plus simplement du constructeur automobile et de son ensemble de partenaires, c'est-à-dire les distributeurs. On a également évoqué dans cette étude le rôle et l'importance des captives financières, puisque les captives financières sont à même, elles aussi, d'agréger des services à proposer aux consommateurs. Mais il n'empêche que il y a énormément de nouveaux acteurs. Quand on parle du véhicule électrique, on pense à toutes les sociétés d'énergie qui se positionnent et qui se disent moi, finalement, la relation avec le consommateur final, je l'ai déjà, puisqu'il m'achète son électricité au quotidien, ou son gaz. Et le consommateur, je le connais. En tout cas, j'ai déjà une connaissance par rapport à une certaine typologie de service que je lui fournis. Demain, je peux très bien imaginer que finalement, moi, ce qui m'intéresse... Si j'ai un véhicule électrique, si on prend l'exemple du véhicule électrique, c'est que finalement, je m'affranchis complètement du constructeur ou du prestataire de service qui m'a proposé ce véhicule électrique. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une facture centralisée
Et donc, effectivement, ma facture, c'est ma facture d'électricité qui va me permettre de recharger mon véhicule à domicile, d'aller jusqu'à mon travail, parce qu'effectivement, les déplacements au quotidien, c'est surtout domicile-travail, et puis de pouvoir recharger éventuellement au travail, même si c'est du luxe, parce que j'en aurais peut-être pas besoin compte tenu du nombre de kilomètres que je fais par jour. Je reviens et je rebranche mon véhicule électrique, et en fait, j'ai quelqu'un qui me propose une facture unique. Bon, ça, déjà, c'est intéressant. Et finalement, le risque pour les entreprises automobiles traditionnelles, c'est que le lien avec le consommateur soit, entre guillemets, pris par d'autres. L'importance le poids qu'ont les entreprises automobiles, l'importance qu'elles ont aujourd'hui, c'est qu'elles ont quand même un avantage. C'est que quand vous regardez les constructeurs, non seulement ils savent construire des véhicules, on est en train de dire que le véhicule ne va pas disparaître et qu'il y a toujours cet amour de la voiture. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup conduire. C'était monsieur Darvisnet qui disait tout à l'heure « je suis contre ceux qui sont contre les véhicules ». Donc effectivement, il y a toujours cette importance du véhicule. Maintenant, il va y avoir énormément d'autres moyens de se déplacer. Et puis, on parlait tout à l'heure des problèmes des générations. Les générations n'ont pas toutes le même amour pour le véhicule et puis sont beaucoup plus focalisées sur l'utilisation. Qu'est-ce que je fais de mon véhicule? Et on a également observé quelque chose d'intéressant. C'est que quand vous regardez aujourd'hui les automobiles, vous vous promenez n'importe où dans le monde, vous voyez des parkings et des parkings pleins de véhicules à l'arrêt. Donc finalement, le véhicule, il est utilisé à quel pourcentage du temps? Grosso modo, un véhicule, il dort quasiment 90% du temps. Et l'intérêt de tout ce qui est en train de se monter autour des autopartages, covoiturage et partage de voitures, et monsieur, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que moi, particulier, je peux optimiser le taux d'utilisation de mon véhicule. Parce que quand il dort 90% du temps, finalement, ça me coûte de l'argent. Et tant qu'à faire, si j'arrive à trouver une solution qui fasse que j'augmente mon taux d'utilisation du véhicule, je peux peut-être être gagnant. Et pour ça, je ne suis pas forcément obligé de passer par un constructeur automobile. Alors le constructeur automobile, lui, il a donc, ce que je disais tout à l'heure, un avantage, c'est qu'il sait fabriquer le véhicule. Il sait également le distribuer. Il a quand même un réseau de concessionnaires en général avec lequel dont il est assez proche. Et puis, il a également les captives financières qui sont à même d'apporter toute la partie financement du véhicule. Ce qui est quand même un avantage certain par rapport à beaucoup d'autres acteurs. Mais il ne faut pas imaginer que les autres acteurs ne bougent pas. Au contraire, ils sont largement en mouvement et prêts à développer ce qu'on appellerait solutions de mobilité. Pierre-Alain, quelle est la place de l'automobile, justement, Servan vient de l'évoquer, au sein des différentes générations et notamment chez les plus jeunes? La place chez les plus jeunes, on en a parlé déjà un peu ce matin, elle a plutôt tendance à décroître, c'est-à-dire qu'il y a des questions de priorité, plus ou moins guidées par la capacité d'acquérir le bien. On voit, l'étude qu'on a menée n'est pas une étude, on va dire, utilisateur. On était plutôt chez les décideurs, donc les gens qui observent leur marché, donc c'est leur vision quelque part du marché. On peut espérer qu'elle soit relativement fidèle à la réalité. Il y a une décroissance très forte, ça c'est clair, sur les jeunes générations. Le moment d'acquisition d'un premier véhicule, y compris d'occasion, recule. Et il y a un besoin, notamment dans les métropoles, qui est de moins en moins fort. Donc aujourd'hui, la problématique vis-à-vis de ces jeunes générations, c'est plus de trouver le moyen d'offrir le service qui sera disponible à l'instant T quand ils en ont vraiment besoin. Donc l'acquisition en soi d'un véhicule n'est pas la réponse pour eux. Là, clairement. Donc il est clair qu'il faut se préparer à des choses. On a eu des débats assez passionnés des fois avec certains constructeurs qui, en gros, considéraient que les gens devenaient des mauvais parents parce qu'ils n'éduquaient pas leurs enfants à aimer la voiture. Ça nous a été dit comme ça. Hein. Moi, chez moi, ça ne va pas arriver parce que moi, la voiture, c'est depuis le biberon, on leur en parle. Quoi. Donc, ok, moi, je vis dans le milieu de l'automobile depuis que je commence à travailler. C'est vrai que je peux considérer que j'ai une piqûre qui est vraisemblablement indélébile, mais c'est vrai que pour les jeunes générations, l'iPhone 4, c'est plus important que la dernière 207 ou 8 Peugeot, c'est clair. Là, il n'y a pas photo.